Alors, pour le traitement par l'eau, je vais aller chercher quelques images sur le web. Ok, vous connaissiez les images du domaine public? Ça vous disait quelque chose? Les images que vous avez le droit d'utiliser parce qu'elles sont dans le domaine public. Alors attention, quand vous tapez public domaine entre guillemets, évidemment, il faut aller vérifier vraiment qu'elles sont vraiment du domaine public et que vous avez le droit de les utiliser. Évidemment, c'est la concurrence du photographe, mais si on vous demande de photographier un lion et que c'est pour dans 1 heure, à moins d'habiter à côté de Paradisa, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et d'avoir un abonnement gratos, les images du domaine public, ça sert. Vous avez aussi les banques d'images, évidemment, mais ça, généralement, elles sont payantes. Il y a la banque d'images de Adobe, Photolia aussi, qui existe, à laquelle vous avez un accès privilégié si vous êtes membre Creative Cloud. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'attention, le fait d'indiquer public domaine, entre guillemets, ici dans le champ de recherche Google, ne veut pas dire nécessairement que les images là sont du domaine public. Généralement, ce sera le cas, mais pas nécessairement. Quand elles viennent de Wikipédia, comme celle-ci, forcément, oui, ça, vous avez le droit de l'utiliser, il n'y a même pas besoin de chercher. Mais les autres, il faudra vraiment aller voir sur chaque page web si vous avez le droit de les utiliser. Et il y a le petit malin qui indique dans les tags de leurs images Not in public domain. Et forcément, quand on fait une recherche sur public domain, elles arrivent. Donc, il faut faire gaffe. Maintenant, il y a un autre moyen de chercher des images que vous avez le droit d'utiliser, c'est de ne pas taper ça, de faire juste une recherche sur dog, dans mon cas. Et dans les outils de recherche, d'aller dans droit d'usage. Et là, vous avez les Creative Commons. Donc, on vous dit réutilisation et modification autorisée. Donc ça, c'est comme si c'était du domaine public, en fait. Ou réutilisation simplement autorisée, mais vous ne pouvez pas modifier l'image. Ou alors, vous pouvez les utiliser aussi, mais sans but commercial. Donc, il ne faudra absolument pas que vous fassiez de l'argent avec le travail que vous allez... donc, c'est juste pour quelque chose familial, quoi. Une utilisation familiale, pas d'argent en jeu. Donc ça, c'est les Creative Commons, ça vous dit quelque chose aussi? Vous connaissiez ce système-là? Donc c'est une autre manière de trouver les images que vous avez le droit d'utiliser. Ne cumulez pas les deux, ne faites pas à la fois ça et marquer entre guillemets public domaine, ça sert à rien. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok. Ah, j'ai une copine qui en avait un comme ça. C'est atroce. J'ai l'impression d'avoir une vache dans la maison. Hein? Je sais pas, mais c'est trop gros. Ouais, c'est trop gros. Alors voilà, je vais aller rapidement charger différentes images, peu importe lesquelles en fait, et je vais m'en servir pour faire le traitement par l'eau. S'il y en a certaines qui ne veulent pas se télécharger, ne vous inquiétez pas, vous prenez les autres en fait. Et je vais les mettre dans un dossier. Donc dans mon dossier d'aujourd'hui, je vais créer un dossier qui va s'appeler images brutes. Si vous avez des images à vous, vous pouvez évidemment les utiliser. Images brutes, voilà. Donc un dossier images brutes qui a été mis dans le dossier d'aujourd'hui. Et j'enregistre les images dedans. Si j'avais accès au serveur interne ou au serveur externe, je pourrais vous les mettre dessus. Bon, ceci dit, je pourrais peut-être vous les envoyer par mail si vous avez un problème pour faire le dossier. En charger combien? Oh, ben 5-6, c'est bon. Ok. À tout hasard, je vais vous envoyer le dossier par mail. Je pense qu'il est assez léger.
l'instant, elle est assez léger, mais est-ce que... Oui, il y en a encore une qui se télécharge. Mais ça va aller. Voilà, bon, donc je vais fermer les images ici. Ah oui, celle-là n'a jamais été enregistrée. Bon, je peux l'enregistrer si je veux, oui, enregistrer au format Photoshop avec donc l'accentuation des détails mise dessus. Ah oui, c'est là que vous avez les options de format Photoshop et maximiser la compatibilité. Vous avez la possibilité de dire que vous ne l'affichez plus ce message. Mais ça va rester, les suivants, ça va maximiser la compatibilité. Ok, celle-là aussi, je la ferme. Donc CTRL W sur le PC, commande W sur le Mac. J'enregistre également au format PSD. Voilà, et celle-là, ok. Donc aucune image ouverte dans Photoshop, mais je vais pouvoir dire que le script, l'action ici, accentuation par passe haut, va se mettre sur toutes les images. Et on va essayer, vous allez voir que ça ne va pas marcher dans un premier temps et on va expliquer pourquoi. Donc vous allez dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Donc c'est le batch. Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Alors ici, vous êtes censé choisir le dossier que vous aviez créé, et dans le dossier que vous avez créé, choisir le script que vous avez créé. Et évidemment, ici, il n'y en a qu'un seul, donc c'est facile. Il n'y a que celui-là qui peut s'enclencher. Ici, on doit indiquer quel est le dossier des images sources. Donc je sélectionne le dossier. Ah oui, comme image source, on pourrait aussi avoir des images qui viennent d'un appareil photo. Ben, c'est plus rare. De faire comme ça, des images les fichiers ouverts dans Photoshop actuellement, ou alors les images qui sont sélectionnées d'une manière ou d'une autre dans Bridge. Donc Bridge, le catalogueur de Adobe, qui vous permet de cataloguer vos images, mais vous avez aussi un catalogueur dans Lightroom. Il faut voir lequel vous utilisez. Mais donc la plupart du temps, on va prendre un dossier comme image source. Donc je sélectionne le dossier. Dans le dossier d'aujourd'hui, mon dossier image brute, qui contient donc des images JPEG. Il pourrait y avoir des PNG, ça marcherait aussi. Oui, parce que PNG, c'est aussi un format du web. Alors, si ce sont des RAW, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que Camera Raw va entrer en jeu. Vous n'utilisez pas Lightroom pour développer? Donc, une fois que vous... Oui. Ah, tu as fait avec des RAW? Elles sont en DNG. C'est des DNG? Ouais. Ah, le DNG, ça devrait passer sans problème, oui. C'est quoi la différence entre DNG et RAW? Alors, le DNG, c'est un format de Adobe, propriétaire de Adobe, mais open source, en fait. Open source ou gratuit? Open source, je pense. Qui tente d'unifier, en fait, les RAW, hein, puisque chaque fabricant, Nikon, Canon, a ses propres RAW. Et Adobe propose de convertir les RAW propriétaires de ces différentes marques vers le DNG. Ah, donc ça pourrait être une solution à ce que je disais tantôt. C'est-à-dire? Je travaille avec quelqu'un qui ne travaille pas en Canon comme moi. Ah oui, oui, pour le DNG est lisible partout. Oui, le DNG. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont... Alors, le fait qu'elles soient en DNG, c'est peut-être qu'elles ont été exportées au départ de Lightroom et que Lightroom était réglé pour faire du DNG. Oui, je sais que là j'ai changé quelque chose, oui. Mais là j'ai l'impression que c'est mes brutes en fait, que j'ai bien fait. Alors, donc dans le DNG, le fichier DNG, je pense qu'il intègre dans le fichier la correction. Ceux qui connaissent, vous me confirmez? Le DNG intègre, quand on fait une correction, c'est intégré dans le fichier la correction, tandis qu'avec le RAW, c'est intégré à côté. Oui. Non, moi là c'est brut, il n'y a pas... Pour avoir les deux, il faut... C'est ça, hein, le DNG intègre la correction. Si on fait une correction dans Camera Raw, par exemple, sur une image et qu'on l'exporte en DNG, Moi, il n'y a pas marqué touche en tout cas. Ou dans Lightroom, la correction est intégrée au fichier, tandis qu'avec le RAW, la correction, c'est un fichier à côté qui décrit comment le fichier doit être corrigé. Donc il y a deux fichiers avec le RAW et un seul fichier avec le DNG. C'est assez controversé en fait, hein, le DNG. On dit que si on veut que nos images RAW soient toujours lisibles dans 40 ans, il faut faire une version DNG. Parce qu'on n'est pas sûr que dans 40 ans,
le RAW propriétaire de Canon ou Nikon sera toujours lisible, d'autant plus que ça n'arrête pas de changer. Vous savez que quand vous travaillez avec du RAW, vous devez mettre à jour régulièrement vos descriptions RAW. Parce que sinon, avec un appareil photo nouveau, votre RAW n'est peut-être pas lisible dans la Creative Cloud. Il faut mettre à jour le RAW, en fait. Donc le RAW propriétaire de Canon, Nikon, etc. Évolue tout le temps, tandis que le DNG, normalement, est figé. Et vous avez aussi un logiciel... Oui. C'est ça qui fait que dans Lightroom, quand on... Ok, je vais faire un petit tour dans mon dossier d'application pour voir si je ne retrouve pas le Adobe DNG Converter. Ça vous dit quelque chose? C'est un logiciel gratuit à télécharger sur le web, fourni par Adobe, qui vous convertit vos images RAW en DNG. Mais apparemment, il ne le trouve pas. C'est étonnant, ça. C'est étonnant, ça. Je pensais avoir Adobe DNG Converter installé et je ne le trouve pas. Mais voilà, donc vous allez le trouver. Attendez un peu, j'y suis allé par où, en fait? Et donc on met préférer le profil. Alors, vous mettez préférer le profil en attendant que vous sachiez à quoi ça correspond. Oui, donc j'y suis allé par là où il fallait, parce que j'étais dans la boîte d'ouverture de Photoshop, donc forcément ça ne marchait pas. Maintenant, je suis descendu au niveau du Finder et dans mon dossier application, j'ai le Adobe DNG Converter qui est un logiciel gratuit qui vous permet donc de convertir en masse vos RAW vers du DNG, si vous voulez. Donc c'est téléchargeable, vous cherchez sur le web et vous installez si vous voulez. C'est controversé, le DNG c'est controversé. Il y en a qui préfèrent le RAW plutôt que de travailler sur le DNG. Alors on en était ici, traitement par l'eau. Sélectionnez donc le dossier en question, donc c'est le dossier image brute. Voilà. Alors, priorité sur les instructions d'action ouvrir. Vous avez également ceci dans priorité sur les instructions d'action enregistrer sous. Il ne faut pas cocher ça. Sauf si dans votre script, vous avez à un certain moment ouvert une image. À ce moment-là, oui, il faut cocher ça. Si vous avez ouvert une image dans votre script, ou si vous avez enregistré une image et que c'est inscrit dans votre script, vous cochez ça. Sinon, quand vous faites du traitement par l'eau sur une série d'images, ça ne va pas traiter toutes les images. Ça va chaque fois ouvrir la même. C'est le fait de dire au traitement par l'eau ici, ok, pendant que j'ai mis au point le script, j'ai ouvert une image qui portait un certain nom, mais maintenant je te demande d'ouvrir toutes les images du dossier. C'est ce qu'on fera quand on va cocher priorité sur les instructions ouvrir. D'accord? C'est lui dire, ok, dans le script il est indiqué que tu ouvres une image à un certain moment, mais tu oublies quel est le nom de cette image, tu dois traiter toutes les images du dossier que je te pointe, toutes celles qui sont dans le dossier que je te pointe. Bon. Mais vous ne cochez surtout pas ça si vous n'avez pas dans le script d'ouverture d'image ou d'enregistrement d'image. Et dans notre script, on n'en a pas. On n'a pas ouvert une image pendant qu'on enregistrait le script. On n'a pas enregistré non plus. Donc, il ne faut surtout pas le cocher. Parce que si vous le cochez, vous vous dites, oui, ben, c'est Audibon, hein, je vais le cocher. Mais en fait, non, le script va s'arrêter, il ne va pas fonctionner. Parce qu'il ne va pas trouver d'action d'ouverture. Il n'y a pas d'action d'ouverture dans le script. Et si vous cochez ça, donc il ne va pas fonctionner. Ça, c'est un des pièges du traitement par l'eau. On se dit qu'on va cocher ça, ça ne peut pas faire de mal, mais en fait, si. C'est fait à l'enregistrement, c'est fait en commençant Photoshop vierge, fichier ouvrir, échelle photo, etc. Blablabla, commencer, oui. Clac, fermer, fichier enregistré sous, fermer, l'enregistrement, et sur les gens, c'est le traitement par l'eau, là, il faudrait mettre. Oui. Si dans ton script, il y a une ouverture d'image et un enregistrement, tu dois cocher les deux. Sinon, ça va ouvrir chaque fois la même image qui a été utilisée pendant la conception du script. Mais s'il n'y a pas de fonction d'ouverture et d'enregistrement dans le script, comme dans le cas de notre script, il ne faut surtout pas cocher ça parce que ça ne ferait pas fonctionner le script et il ne fonctionnerait pas. Alors, si vous avez plusieurs sous-dossiers dans votre dossier, vous cochez ça, évidemment. Mais nous, on n'en a pas. Toutes les images sont dans le dossier, il n'y a pas de sous-dossier, il n'y a pas un classement. Ceci, on peut cocher les suppressions de boîtes de dialogue d'options d'ouverture de fichiers, supprimer les avertissements sur les profils couleurs. On suppose qu'on a bien réglé Photoshop pour que ça fonctionne correctement, mais ça, c'est une autre histoire.
Et alors, super important, il ne faut jamais rester avec arrêt en cas d'erreur comme ceci, parce que des erreurs, il y en aura, et forcément, vos scripts, vos traitements par lot ne fonctionneront jamais, en fait. Il faut toujours consigner les erreurs dans un fichier. Et le fichier, vous devez indiquer où vous l'enregistrez. Donc, cliquez sur « Enregistrer sous ». Vous l'enregistrez où vous voulez. Ça peut être sur les bureaux. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il peut s'appeler sans titre, pas de problème. En tout cas, il faut un fichier qui va consigner, qui va vous dire à la fin de l'exécution du traitement par lot, quelles sont les erreurs qui ont été rencontrées. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des erreurs? Parce qu'en fait, Photoshop va essayer d'ouvrir des fichiers que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle les fichiers cachés, qui servent pour le fonctionnement de l'ordinateur, notamment pour créer les icônes. Quand on est au niveau du gestionnaire de fichiers, il y a des icônes quand on va dans les dossiers, vous avez remarqué, bien sûr. Eh bien, ça, ce sont des fichiers cachés qui servent à faire les icônes. Ces choses-là. Ce sont des fichiers cachés, et on ne les voit pas sur le Mac, mais Photoshop les voit. Il va essayer de les ouvrir et de les traiter, et ça ne va pas marcher. Et donc, des erreurs, il y en aura. Donc, toujours consigner les erreurs dans un fichier, sinon votre traitement par lot ne fonctionnera jamais. Au niveau de la destination, on va dire qu'on va enregistrer vers un autre dossier. Donc ça, c'est intéressant de prendre un dossier de départ et de traiter les images et de les mettre dans un autre dossier. Comme ça, on sépare bien les choses, c'est clair. Donc, destination, dossier. Il va falloir sélectionner le dossier ici. Il va falloir en fait le créer. Donc, je peux le créer dans le même dossier d'aujourd'hui, en fait. À côté de mon dossier image brute, je vais aller créer un dossier image traitée. Vous avez sur Windows une icône aussi pour créer un nouveau dossier dans le dossier d'aujourd'hui. J'évite, vous voyez, de mettre dans les noms des espaces et des accents parce que c'est souvent source de problèmes. Et j'évite les noms de plus de 32 caractères aussi. Et j'évite de commencer les noms de dossiers et de fichiers par des chiffres. Donc si vous faites tout le temps ça, vous évitez des problèmes informatiques. Ne pas commencer les noms de dossiers par des chiffres. Ne pas mettre des espaces, mais mettre plutôt des tirets ou des underscores. Ne pas mettre d'accent. Là, ça passe partout. Et moins de 32 caractères. Donc si vous faites ça, ça passe partout. Sur des serveurs web, partout, vous n'aurez pas de problème informatique. C'est par des chiffres, c'est pas un cool classer nos dossiers par date de prise de vue. Oui, mais vous pouvez classer par date de prise de vue en mettant un nom avant. Hein. Le 2015 10 08, comme ça vous avez la date à l'américaine pour le classement, ce sera plus facile. Oui, il suffit de mettre juste quelque chose avant. Parce que les serveurs web détestent les dossiers qui commencent par des chiffres. Ok, donc voilà, image traitée, dossier que je dois sélectionner après l'avoir fait en cliquant sur le mot sélectionner. Et c'est bien indiqué ici, donc que la destination va être le dossier image traitée. Là, vous avez la possibilité de modifier la manière dont le nom va être enregistré. Vous avez la preview ici, la prévisualisation ici. On vous met .gif, mais en fait, c'est juste un exemple. Hein. Donc, actuellement, ce sera le nom du document et l'extension. Vous avez la possibilité de faire des choses, ce que vous voulez, même numéroter. Débuter le numéro à un certain numéro, si vous voulez, mais on ne va pas le faire ici. On va garder juste ça, nom du document plus extension, c'est pas mal. Compatibilité, ça n'est pas très important à cocher. Parce qu'en fait, un fichier compatible Mac va être ouvrable dans les logiciels Adobe sur un PC sans problème. Et alors, on clique sur OK. Et ça ouvre les images, mais ça vous affiche une boîte, et ça, c'est foireux. Je vous avais dit que ça allait foirer. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une boîte alors qu'en fait, il n'y aurait pas dû y avoir de boîte qui apparaît? Tout aurait dû être traité tout seul. À la fin, j'aurais dû retrouver dans mon dossier images traitées toutes mes images avec les calques prévus pour faire de la netteté par passe haut. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on démarre d'une image JPEG, un format qui n'est pas capable d'enregistrer avec des calques. On démarre de là, on a mis des calques dans Photoshop,
Et il y a un bug parce qu'il essaye d'enregistrer en... Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire en fait, hein, parce que il ne s'est pas enregistré sous le même format que celui de départ. Il est obligé d'enregistrer en Photoshop et ça, c'est pas prévu nulle part. Donc, il y a deux solutions dans ce cas-là. Je vais cliquer sur Annuler ici. Je n'enregistre pas finalement. On arrête le script. Voilà, le script est arrêté. Arrêté. Oui, ça ne marche pas. C'est ce que je vous avais dit. On est en train d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. C'est parce qu'on démarre d'un format qui n'est pas capable d'intégrer les calques et on finit par un format qui intègre les calques. Et on n'a pas prévu ça, à aucun endroit. Donc en fait, il y a deux solutions pour que le script marche. Première solution serait, dans le script, d'intégrer la fonction d'enregistrement. Donc au moment où j'enregistre l'image au format Photoshop, il faudrait que ça ait été intégré dans le script. Et à ce moment-là, quand je fais le traitement par l'eau, je dois cocher priorité sur des instructions d'action enregistrées sous, sinon toutes les images qu'il va traiter, il les enregistrera sous le même nom. Le but ici est de lui dire, ok, tu dois enregistrer sous le format qui est indiqué dans le script, mais pas sous le même nom, tu gardes le nom du document de départ que tu as traité dans le dossier. Bon, ça c'est la solution, une solution. Une autre solution, c'est de démarrer d'images qui sont déjà Photoshop. Et là, ça marchera. Donc sans devoir intégrer dans le script une fonction d'enregistrement, ce script peut très bien fonctionner, mais sur des images qui sont déjà au format Photoshop. Eh bien, il se trouve que dans Photoshop, il y a un système qui permet de transformer à la volée, très rapidement, tout un dossier d'images dans un autre format. Et c'est ce qu'on va utiliser, en fait. Plutôt que de démarrer sur notre dossier, image brute, on va démarrer d'un dossier image brute PSD, et on va le faire maintenant. Donc il y a une espèce avant que le script ne puisse être utilisé, il y a une action à faire, il y a des choses à faire, mais c'est pas très long, vous allez voir. Alors, vous fermez l'image sans l'enregistrer, et on va maintenant dans Fichier, Script, Processeur d'image. Fichier, Script, Processeur d'image, c'est la fonctionnalité qui permet de convertir des fichiers rapidement d'un format vers l'autre. Alors, dans le processeur d'image, vous devez indiquer un dossier source. Donc, vous allez indiquer votre dossier image brute. C'est le dossier qui contient vos images JPEG, PNG ou quoi. D'accord ? Ok, donc s'il y avait des sous-dossiers, il faudrait cocher ça, mais il n'y en a pas dans notre cas, on n'a pas besoin de cocher ça. Ensuite, on va sélectionner l'emplacement des images traitées, donc ça va être sélectionner un dossier ici, et l'emplacement, je vais devoir le créer. Dans le dossier d'aujourd'hui, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler image brute PSD. Image brute PSD. Donc, ça n'a rien à voir avec le dossier image traitée qui, au final, contiendra les images dans lesquelles j'aurais mis les calques pour faire l'accentuation par passe haut. Ici, on va transformer les images JPEG en images PSD. Et donc, on sélectionne le dossier image brute PSD qui actuellement est vide. C'est notre dossier de destination. Voilà. Alors si vous aviez une structure complexe de sous-dossiers, elle peut être recréée dans le dossier de destination avec ceci, conserver la structure des dossiers. Tout ça paraît évident. Eh bien, il faut dire qu'est-ce que vous voulez comme type de fichier. Bon, évidemment, vous n'allez pas cocher enregistrer sous JPEG. Elles sont déjà JPEG. Vous voulez des versions Photoshop. Donc c'est enregistré sous Photoshop. Vous n'allez pas redimensionner parce que ça, c'est quand on fait du web. Voilà, c'est la seule partie qui doit être enclenchée, enregistrée sous PSD.
Vous avez la possibilité d'exécuter un script pendant la conversion de JPEG vers Photoshop, mais on ne va pas le faire ici. Mais techniquement, il serait possible de traiter déjà les images. Donc, mais on ne va pas cocher ça ici. Moi, j'ai lâché. Ok, donc quand vous avez votre boîte qui ressemble à ça, on va donc cliquer sur exécuter. Et là, ça ouvre chaque image. Voilà, c'est fait. Et maintenant, dans mon dossier d'aujourd'hui, j'ai le dossier images brutes qui contient les images originales. Et dans le dossier images brutes PSD, j'ai un dossier PSD qui contient les mêmes images, mais en format Photoshop. Voilà, donc normalement tout le monde a son dossier PSD avec des images PSD dedans, et donc c'est le meilleur moyen pour qu'elles soient compatibles sans problème avec le script. Si on a des scripts qui créent des calques, ça va marcher nickel. Eh bien on y va, maintenant on fait ce qu'on voulait faire depuis le départ, fichier automatisation traitement par l'eau. C'est toujours mon script accentuation par passe O. Le dossier, ça va être maintenant, il va changer en fait, le dossier source. C'est plus image brute, le dossier source. C'est image brute. C'est le dossier PSD là-dedans, en fait. Voilà. D'accord? Donc le dossier source, c'est le dossier PSD du dossier image brute PSD. Ok, ça marche. Je vous conseille d'afficher sur les Mac et sur les PC aussi d'ailleurs vos fenêtres sous forme de liste. Parce que sous forme d'icône ou sous forme de colonne, c'est source de perte de temps en fait. Sous forme de liste, c'est ce qui est encore le plus rapide. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Ok. Donc, le dossier PSD est bien sélectionné. Le fichier texte qui va consigner les erreurs est toujours bien réglé. Le dossier de destination est bien toujours indiqué, c'est image traitée. Il suffit de cliquer sur OK, ça devrait marcher là. On est d'accord ou pas? Dans fichier traitement par l'eau, on a bien le script qu'on veut jouer qui est sélectionné là. On a bien comme dossier source le dossier PSD qui se trouve dans le dossier image brute PSD. Si vous n'êtes pas sûr, vous cochez inclure les sous-dossiers. Comme ça, si vous avez sélectionné le dossier image brute PSD, ça inclura le sous-dossier PSD. Consigner les erreurs dans un fichier, c'est bien inscrit, oui. La destination, c'est bien un dossier, c'est le dossier image traitée. On n'a pas coché priorité sur les instructions enregistrées sous et priorité sur les instructions ouvrir. Il n'y a pas de raison d'être, elles ne sont pas dans le script. On clique sur OK. Et là, ça traite. Voilà, résultat. Dans le dossier image traitée, j'ai maintenant des PSD. Et chacun de ces PSD intègre les calques pour faire l'accentuation des détails. Je peux cliquer sur n'importe lequel d'entre eux. Voilà, je trouve dans la palette des calques tout ce qu'il faut. Donc, le passe haut. Il m'a tout ouvert, il m'a tout fait le script, et puis il s'est remis à l'endroit, il a tout fermé. J'ai plus d'images Photoshop. Donc en fait, le fait qu'il ouvre toutes les images et qu'il les ferme, c'est normal. Ah oui, parce que s'il doit traiter des centaines d'images, il n'en ouvre qu'une seule à la fois. Sinon, au bout de quelques dizaines d'images, il va être complètement chargé. Il n'en ouvre qu'une seule à la fois, c'est le traitement par l'eau. Des milliers d'images pourraient être traitées comme ça en une nuit. Vous pourriez traiter des milliers d'images. Il fallait laisser cocher, maximiser la compatibilité. Alors, maximiser la compatibilité, vous laissez cocher, il n'y a pas de problème. Là, ça vous fait une fenêtre à chaque fois, il faut faire OK. Le rayon en fait, qu'on a mis au début, il est conservé ou... Ah, le rayon qu'on a mis au début est inscrit dans le script et donc il est mis, mais vous double-cliquez sur le mot passe haut pour modifier à chaque fois, oui.
Donc c'est vrai qu'il ne faut pas mettre nécessairement n'importe quoi comme rayon. Voilà. Voilà, donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir traiter en 1 heure 50 images au niveau de la netteté, parce que Photoshop aura créé les calques pour vous avant. Il faut absolument vous dire qu'il y a une règle en infographie, en informatique d'une manière générale. La règle, c'est si vous faites quelque chose de répétitif et ennuyeux sur un ordinateur, ce n'est pas normal. Il faut, à ce moment-là, se renseigner. Il faut arrêter ce qu'on fait. Voilà, vous faites un truc ennuyeux, ça fait 1 heure que vous êtes en train de faire le même processus sur différents fichiers. Ben, vous arrêtez tout et vous allez voir sur Google s'il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un système pour le faire de manière automatisée. Et la plupart du temps, la réponse sera oui. Vous contactez des gens qui sont spécialistes là-dedans, ils vous répondront aussi. Ce n'est pas normal de faire des choses répétitives et ennuyeuses quand on travaille sur un ordinateur. Même le renommage de fichiers. Par exemple, si je veux à un certain moment que mes images ici, elles aient toutes un nom avant. Dog, tiré, voilà. D'accord? Doc, tiré, etc. Vous n'allez pas faire ça sur des centaines d'images. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont passer leur temps à renommer des images comme ça parce qu'ils doivent absolument avoir les fichiers qui commencent par un certain nom. Mais non, ne faites pas ça. Vous utilisez un logiciel de renommage de fichiers. On sélectionne les fichiers, clic droit, on va chercher le logiciel qu'on a installé et on fait ce qu'on veut avec ça. Vous pouvez traiter plein de choses. Bon, ben, traiter le texte, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter un mot au début, ajouter un mot à la fin, insérer un mot en face d'un mot qui existe déjà dans le nom du fichier, etc. Blablabla. Enfin voilà, ça je vous conseille d'avoir. En tant que photographe, un utilitaire de renommage de fichiers, ça va vraiment vous servir. Hein. Ça va vraiment vous servir énormément. Ça peut fonctionner par exemple dans iTunes aussi, quand on essaie de refaire quand on essaie de mettre le même nom de style de musique à toute une liste ou quelque chose comme ça. Ça traite aussi les tags MP3, je pense, ici, oui. Il faut voir, oui. Oui, mais j'ai jamais essayé de gérer les tags MP3, mais voilà. Mais c'est pour quelle colonne en fait dans iTunes dont tu parles? Parce que moi, dans iTunes, c'est tout réglé par style de musique. Je veux dire, Le genre. Pop, machin, et de temps en temps, il n'y a rien marqué sur le fin d'album et j'essaie de tout remettre. Enfin, ça m'est déjà arrivé de mettre pop rock et de retaper pop rock avec un copier-coller sur toutes les lignes de l'album. Oui. Oui, mais ça doit être une des balises ici, le genre, ça doit être pas propre à iTunes en fait. Hein. C'est un truc qu'on doit retrouver dans plein de logiciels de lecture MP3 en fait. Hein. Je ne sais pas quel est le... Non, je ne sais pas lequel c'est, on peut peut-être même l'ajouter en fait. Hein. Mais franchement, j'ai jamais essayé, mais apparemment ça traite le MP3, donc il y a des choses possibles. Il n'y a pas des gens qui connaissent ici et qui pourraient répondre? Je crois qu'on sait le faire dans iTunes. Dans iTunes aussi, on sait le faire directement? D'un coup, on sélectionne tous les fichiers d'un coup et on en a modifié les paramètres. C'est possible. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire, c'était l'occasion que je place ceci aussi, hein, les utilitaires de renommage de fichiers. Donc sur Windows, il y en a qui sont gratuits, sur Mac, comme souvent, c'est pas gratuit, mais c'est pas trop cher en fait. Pour ce que ça apporte vraiment comme vraiment fonctionnalité supplémentaire pour des gens qui sont dans les métiers du graphisme, vidéo, image, c'est pas extraordinaire comme prix. Maintenant, je vous pousse pas à acheter, vous achetez pas, mais je vous dis simplement que ça vaut la peine d'investir parfois dans des petits utilitaires qui vous font gagner beaucoup de temps. On peut le faire sur Mac sans dépenser d'argent avec
les choses qui sont fournies dans le Mac, notamment Automator, mais ça me paraît plus compliqué. Une fois que vous avez la licence, elle est transférable sur vos autres Mac, ça fonctionnera. Je crois qu'il faut même une licence perpétuelle où on achète une fois pour toutes et toutes les mises à jour par la suite sont gratuites. Alors, voilà, c'est pour la somme astronomique de $20 en fait. Mais franchement, ça apporte énormément d'avoir un utilitaire de renommage de fichiers sur son ordinateur.